je suis aux côtés d'une personnalité bien connue des téléspectateurs fidèles de TV Liberté, Christian Combaz. Bonjour. Bonjour Christian. Depuis combien de temps accompagnez-vous ces téléspectateurs que j'évoquais dans le journal de TV Liberté? Plus de 3 ans. Plus de 3 ans? Oui, un peu plus de 3 ans. Ça représente quelle somme de travail? Parce que, en fait, c'est 5 journaux télévisés par semaine, donc 5 chroniques par semaine. C'est une quotidienneté. Et donc, mais j'avais un peu l'habitude. C'est une quotidienneté, donc c'est cette quotidienneté qui représente une mobilisation de l'esprit. Mais en travail proprement dit, pas grand-chose, puisque ça représente quand même cet écrit. Mais comme je suis écrivain, ce qui est difficile pour moi, c'est l'écriture écrite. C'est pas l'écriture parlée. Or, comme vous l'avez remarqué, comme ils l'ont remarqué tous, j'écris comme je parle, en l'occurrence. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est habitué à faire de belles phrases. Les miennes, là, à la télévision, sont un peu moins belles, donc plus facile à écrire. Alors, c'est quand même une belle somme de travail, parce que 3 ans de mobilisation... C'est un peu comme le journal d'un écrivain. C'est de même nature que le journal de Jules Renard. Il y a beaucoup d'écrivains font ça en sein privé, si vous voulez, et le publient sous forme de volume. Là, c'est mis sous une forme différente, mais c'est tout de même un peu l'écume des jours. Alors, il y a un peu plus de 3 ans, nous avons décidé ensemble, d'ailleurs, de lancer cette rubrique à succès, La France de Campagnol. Oui. Rappel, retour sur image, pourquoi La France de Campagnol? Parce que c'était un livre, à l'origine, que j'ai publié dans la plus belle indifférence, à la fois de mon propre éditeur, Flammarion, et du public, en 2012, où j'avais proposé d'abord au Figaro et à Valeurs Actuelles, est-ce que une rubrique un peu sur la France rurale, la France locale, vous plairait? Sûrement pas. Le Figaro m'a dit c'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Du coup, j'ai écrit un livre pour justifier mon projet et pour essayer de le pousser. Ça n'a pas tellement marché. Le livre s'est pas tellement vendu. Il commence à l'être un peu davantage à cause de l'émission. Donc, je vous ai proposé dans la foulée cette même idée, parce que je sentais qu'il y avait une France rurale, une France, disait le bandeau de couverture, à l'écoute de la France qu'on n'entend pas. C'était en 2012, donc on est en plein pré-gilet jaune, c'est évidemment un peu prémonitoire. Ensuite, pendant toute la période qui a précédé l'élection de Macron, mais la fin du régime Hollande, j'ai rappelé l'existence de cette France qui était très maltraitée. Je l'ai rappelé aussi par Campagnol interposé. Lors de l'élection de Macron, j'ai mis en garde les gens, y compris ici, expressément, pour les raisons que j'ai indiquées avant, c'est-à-dire dans ce fameux livre, que c'était une France qui était ignorée, qui allait être bientôt écrasée, qui ne tarderait pas à se relever. On y est. On nous dit les gilets jaunes, c'est fini. C'est pas du tout fini, évidemment. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, vous avez le succès de La France de Campagnol. Est-ce que c'est pas ça? C'est d'un côté, mettre le projecteur sur cette France qu'on disait et qu'on dit invisible, et puis aussi une France qui est humiliée, à laquelle vous redonnez quand même à la fois ces titres de noblesse et puis un peu d'espoir quand même. Un peu d'espoir parce qu'elle commence à comprendre qu'elle est la plus nombreuse. Elle n'est pas la plus puissante, mais elle est la plus nombreuse. Or, le nombre, dans l'histoire française, a toujours vaincu. Toujours. Et quand on cherche à déborder le pouvoir par le nombre, on y arrive toujours. Alors, qu'est-ce qui manque pour que ce carburant-là se mette à fonctionner? Il manque probablement un peu de nécessité, un peu de pauvreté. On est en train de les pauvres gens ne s'en sortent plus. Quand les pauvres gens ne s'en sortent plus, ils montent à l'assaut des grilles, on l'a déjà vu. Je reviens sur votre passion d'écrivain. Est-ce que quand même, quand vous avez toute cette carrière d'écrivain, d'homme de culture, personnalité culturelle, on peut le dire un peu quand même. Mainstream, on va pouvoir le dire. J'ai été mainstream pendant très longtemps. Très longtemps. Est-ce qu'on se dit qu'on va arriver à la maîtrise de finalement ce genre d'exercice audiovisuel auquel vous êtes prêté depuis 3 ans? Alors, j'avais une expérience de la quotidienneté et de la rapidité d'écriture, puisque, et ça c'est peu, mais on peut vérifier dans les journaux qu'on regarderait à la maison, pendant plusieurs années, 3-4 ans, j'ai été l'un de ceux qui, au Figaro, le matin, commentaient les émissions de la veille. C'était dans les années 80. C'est-à-dire que j'étais suffisamment souple dans la composition de ma prose pour livrer par sténo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, je livrais par sténo à une fille du Figaro à 10h30, quand l'émission était terminée, mon opinion sur l'émission. Donc je composais un article en 20 minutes. Et qui était publié dans l'édition du lendemain. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc cette espèce de réactivité, voilà.
3 ans et demi presque d'années de bons et de loyaux services, mais vous êtes ici pour annoncer en fait pas une bonne nouvelle pour TV Liberté, peut-être pour vous, c'est que vous arrêtez la France de Campagnol à la fin de l'année. Là. Voilà, alors j'arrête la quotidienneté dont nous venons de parler, qui est ce qui me pèse le plus, puisque au fond, je vous ai dit que c'était pas un lourd travail, mais c'est un travail mobilisateur. Et donc j'ai besoin d'être mobilisé sur autre chose, en l'occurrence sur un livre, et je ne peux pas laisser 2 becs verseurs ouverts en même temps, puisque la pression diminuerait. Donc je suis obligé de fermer ou de restreindre énormément le bec verseur Campagnol pour que l'esprit romanesque reprenne ses droits. Donc je vais passer 3-4 mois à écrire de manière quotidienne pour moi, voilà. À Campagnol. À Campagnol. Et alors, il n'est pas impossible que de semaines, enfin toutes les 3 semaines, je fasse une petite demi-heure pour expliquer ce qu'on peut penser de telle chose ou telle autre, mais je n'aurai plus d'obligation, voilà. Alors, vous connaissez parfois les inquiétudes, puis aussi un petit peu le mauvais esprit, quelquefois, de certains. On va se dire, il s'en va pour des raisons cachées. Là, on voit bien, ils ont l'air sympathiques sur le plateau, mais en fait, ils se disputent à longueur de journée. Alors, non, déjà, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On s'entend très bien depuis le début, donc il n'y a aucun problème de ce genre. Il n'y a pas de problème matériel non plus, je suis content de pouvoir le dire. Oui, parce que vous n'allez plus être rémunéré. Mais je ne suis pas payé du tout, donc il est évident. Mais les gens t'entendent dans les commentaires, vous savez, sur YouTube, disent « Oh là là, vous faites partie des nantis, vous gagnez plein d'argent avec cette rubrique ». Non, mais évidemment, je fais ça de manière bénévole. Absolument. Depuis le début. Et là, je gagne 3 sous, parce que comme j'ai une chaîne YouTube qui, elle, reçoit un petit peu de pub, il m'arrive de gagner 100 € par mois, ou 200, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, YouTube, en ce moment, me vole ces recettes minuscules publicitaires, puisque suppose dès le début que mon sujet ne correspondra pas aux besoins des annonceurs. Et donc, supprime la publicité pendant les 3 ou 4 000 premières visites. Donc, en fait, il vous sucre vos recettes, et puis après il dit « Ah ben on s'est trompé », et il rétablit les recettes publicitaires au moment où il y a moins de visiteurs. Donc finalement, il rétablit il diminue vos... Bien sûr. Bref, ça c'est une forme de censure de YouTube, puisqu'on va me dire « ça dépend des sujets ». Non, ça dépend plus des sujets, c'est systématiquement. C'est même dès les 3 premiers visiteurs, le bouton publicitaire est sur « off », et ça veut dire qu'il y a une véritable consigne qui est passée à mon sujet. Voilà, donc à Noël, ça s'arrête pour TV Liberté. Alors, sous cette forme. Sous cette forme, le cas échéant, si vous souhaitez reprendre, parce qu'on n'a pratiquement pas parlé, si vous souhaitez reprendre la demi-heure... Non, pour parler ensemble, voilà. Si on invite les téléspectateurs à la ça. demi-heure que je vais consacrer à tel ou tel problème au fil des événements, où vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez la reprendre, mais donc il n'y aura plus d'obligation quotidienne. Et puis, il y a une chose sur laquelle j'insiste quand même, c'est que grâce à la gentillesse d'un éditeur, on essaye de rendre disponible pour le marché, pour les éventuels acquéreurs, un petit album au format italien, cartonné, qui comportera une 50aine d'illustrations et une 60aine de textes, parmi les plus représentatifs des 3 années qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire évidemment tous les textes où il n'est pas question ni de Macron ni de Castaner, donc j'ai pris plutôt, on est en train de choisir les textes les plus éternels, c'est-à-dire ceux qui peuvent traverser les années. Et qui sera disponible cet ouvrage? Alors normalement le 31 janvier. 31 janvier, voilà, qui sera la date d'anniversaire. Et justement, alors on essaie de coïncider, voilà. C'est un peu dur parce que les délais sont difficiles, mais on va essayer. Et soyez présents ce jour-là, le 31 janvier, si vous voyez que le livre, enfin vous le saurez, puisque j'espère que vous l'annoncerez, si le petit livre est disponible, ça nous fera plaisir de laisser ce souvenir. Voilà, 31 janvier, les 6 ans de TV Liberté. Alors, les projets, vous venez de parler d'un projet, en voilà un littéraire. Il y a le grand projet littéraire, c'est-à-dire c'est cet ouvrage, ce nouveau livre que vous préparez. Vous savez, c'est mon métier, c'est mon métier. J'ai fait, on ne peut pas dire que j'ai été maltraité par la critique. Mon dernier livre, qui est le premier tome de celui que je vais écrire, a été encensé par Le Monde. Mon seul problème, depuis toujours, c'est que c'est encensé par Le Monde en pleine page, 3 mois après la publication. C'est-à-dire que lorsque la rentrée littéraire s'annonce, vous avez ce dont on parle, c'est jamais moi, puis il y a un moment, il y a un critique qui dit que c'est quand même pas mal. Il fait un grand et beau papier, mais le livre n'est plus en librairie. C'est absolument systématique, ça fait 10 ans que ça dure. Donc en gros, le système ne peut pas se déjuger au point de dire c'est mauvais, parce que c'est pas mauvais, mais
il n'en parle pas en temps utile. Donc ça revient à enterrer les gens. Alors ce livre que vous préparez, il va parler de quoi? Dites-nous tout avant. Non, mais je ne peux pas vous dire tout. En gros, j'ai toujours, comme beaucoup d'écrivains, et je fais partie de cette race-là d'écrivains, je mélange les souvenirs personnels à un personnage un peu mythique que j'appelle Simon Fouché dans le livre, qui s'est souvent appelé Simon Faugier, parce que c'est vraiment en abîme. Mon personnage écrivait des livres, et il se nommait lui-même Simon Faugier dans la plupart des romans qu'il a écrits, et maintenant je raconte l'histoire de l'auteur, c'est-à-dire Simon Fouché, c'est son vrai nom, et j'ai écrit sa jeunesse, et maintenant je vais écrire de l'âge de 40 ou 50 ans à nos jours, avec tout le basculement sociologique français que nous connaissons. Le genre 50 ans de Johnny avec la présence du Premier ministre, pour moi c'est le début d'une espèce de course à l'abîme. Et on est en plein dedans en ce moment. Voilà. Alors comment écrit-on? Comment fait-on? Chaque écrivain a son style. Certains écrivent la nuit, d'autres écrivent en une seule période. 5h, 9h. 5h du matin, 9h du matin. Tous les jours? Tous les jours. Et donc quotidienneté, la revoilà. C'est pour ça que c'est le bec verseur, le mec qui est ouvert au même endroit tous les jours. Et une fois que c'est versé à 9h, je ne peux plus verser ailleurs. Ça se re-remplit toute la journée. Et voilà, de manière à ce qu'il y ait un peu de pression le lendemain matin. Et il faut 4 mois? Il faut environ 4 mois, oui. 50 pages par mois. Alors de 9h du matin jusqu'à 5h du matin. Oui, après je dors un peu l'après-midi. Voilà, mais vous faites aussi autre chose, qu'il y a plein de projets dont vous m'avez parlé. Alors là justement, et c'est issu directement de Campagnol, ça fait plaisir d'en parler, c'est un projet en constitution, et d'ailleurs je vais demander aux gens de bien vouloir nous aider à le constituer vraiment. Donc en gros, dans Campagnol, c'est des numéros qui sont enregistrés mais pas encore diffusés, je parle au maire de Villeneuve, vous vous souvenez, le maire de Villeneuve, c'est une ville moyenne à côté de chez moi, dont je connais un peu, et je demande à l'adjoint au maire, que je connais, l'adjoint à la culture, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un festival de théâtre par exemple, mais aussi de peinture, de littérature, qui soit un peu un festival réactionnaire, c'est-à-dire réactionnaire en tout cas par rapport à l'art subventionné qui commence à nous peser sur donc tout cet art des années Jacques Lang, il y en a assez, il faut en sortir d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de peintres par exemple qui n'ont plus du tout voix au chapitre alors qu'ils sont remarquables de talent, mais plus personne ne les invite, ils n'ont pas d'exposition, pas de subvention, c'est pareil pour le théâtre. Et donc un monsieur m'entendant dire ça à la télévision, chez vous, un théâtreux qui s'appelle Jean-Pierre Pélez, je peux donner son nom, qui réunit une poignée de théâtreux, et il me dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas un peu notre fer de lance pour faire un festival? Votre Villeneuve, c'est bien. » Et Villeneuve, en même temps, la petite ville en question, me dit « Non, c'est trop gros pour nous. Mais en revanche, je connais bien le maire de Béziers, téléphone-lui de ma part. » Donc on en est là. J'ai pas téléphoné au maire de Béziers, je m'apprête à le faire pour essayer de le convaincre de faire un festival qui aurait, et pour l'appâter un peu, un prétexte de départ qui est Camille Saint-Saëns. Parce que vous savez que Camille Saint-Saëns, le grand compositeur français mort en 1920, avait des accointances avec Béziers parce qu'il a prêté la main à la réfection des arènes de Béziers, qui a été l'œuvre d'un grand mécène de l'époque. Il a donc créé 1 ou 2 opéras à Béziers, il avait des grands liens avec la ville. Ça, je sais que Robert Ménard cherchait à faire un événement Saint-Saëns. Du coup, j'essaie de me glisser derrière cette thématique Saint-Saëns pour lui demander, par le biais de ces théâtreux qui m'entourent, de bien vouloir faire une sorte d'anti-Avignon, quelque chose qui ressemble à ça. Ça va lui plaire, ça. Alors, ça va lui plaire, sauf que, comme tous les maires, il doit être décidé d'abord sur le plan financier, puisque ça ne faut pas que ça lui coûte grand-chose, et il ne faut pas non plus que ça lui coûte des coups de bâton. Donc, tous ces théâtreux qui m'entourent, là, qui m'inspirent, m'ont demandé d'être un peu la voix médiatique de leur projet, parce que je suis à la fois devant vous, devant les gens qui nous écoutent, et devant le maire de Béziers, qui, je pense, écoutera cet entretien. L'idée, c'est de décider la ville à accompagner un mouvement qui est déjà plus ou moins en cours, et qui consisterait, par exemple, à réveiller 2 pièces de théâtre de Camille Saint-Saëns, car il a écrit des pièces de théâtre, pour faire un mini-festival théâtral avec 2-3 choses un peu autour. Il y a 5 théâtres dans la ville de Béziers, ça tombe bien, un peu sous-employés, je l'ai entendu dire, donc ça serait pas mal. L'autre chose, c'est que... Alors Camille Saint-Saëns, avant de parler de Camille Saint-Saëns, pour les téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas... tout le monde, il y a des œuvres qu'on connaît, mais... Voilà, tout le monde connaît forcément Camille Saint-Saëns par sa musique, puisqu'elle illustre de manière un peu abusive la plupart des documentaires. L'aquarium de Camille Saint-Saëns, on entend que ça. Le cygne de Camille Saint-Saëns, à chaque fois qu'il y a un passage poétique dans un journal télévisé, le cygne de Camille Saint-Saëns. La valse macabre, la danse macabre, toutes sortes de choses que nous connaissons d'oreille, qui nous sont plaisantes, mais on ne sait pas que c'est lui qui les a écrites. Or, c'était un personnage absolument formidable, et pour ça qui m'amuse beaucoup aussi, parce que c'était un classique turbulent.
C'est-à-dire, c'était un type qui a dit à peu près toute sa vie, si la modernité avait donné du génie à qui que ce soit, ça se saurait. Donc il n'était pas du tout un fervent, un zélateur de la modernité. Il disait, moi, classique, j'ai rien contre. Il a été 20 ans organiste à la Madeleine. Il jouait, il connaissait, il a contribué à réhabiliter l'œuvre de Bach pour orgue de manière magistrale, mais en même temps c'était un type extrêmement moderne qui a par exemple livré des images au tout débutant Sacha Guitry, qui l'a filmé. On voit Saint-Saëns en train de jouer à l'orgue ou au piano, on le voit en train de diriger un faux orchestre, donc il s'est prêté au jeu cinématographique, ce qui pour soi-disant un académique pénible, assez sévère hein, le monsieur, mais sévère, qui écrit l'Aquarium et le Carnaval des animaux, donc c'était un fantaisiste aussi. Il a fait des pièces magnifiques de liberté. C'est un type qui, jusqu'à 80 ans, a voyagé à travers le monde entier. Il faisait 2 mois de bateau pour aller en Argentine, il donnait ses 3 concerts, il rentrait, il a fait je ne sais quelle foire exposition à San Francisco à l'âge de 70 ans, un truc comme ça. Donc c'était véritablement un aventurier. Donc c'est un faux classique, c'est un faux rond de cuir. Il était de toutes les académies, mais c'était aussi un aventurier. D'ailleurs, il est mort à Alger. Voilà. Et bref, j'aime bien le personnage, il mérite cet hommage parce qu'il a été très écarté par une certaine gauche dans l'entre-deux-guerres parce qu'il a eu l'imprudence d'être anti-Dreyfusard pendant une moitié de l'affaire. Après, il a tourné Casaque et honnêtement, il est devenu sincèrement Dreyfusard, mais sans tapage, puisqu'il avait été le contraire. Donc, il a été capable de reconnaître une erreur à l'époque et il était assez anti-allemand, bien qu'ayant été l'un des défenseurs de la musique de Wagner. Quand les bruits de bottes ont commencé à retentir, il a dit qu'il ne supportait plus l'âme allemande et il a repoussé Wagner officiellement. Donc, pour toutes ces raisons, mais principalement le coup de l'affaire Dreyfus, il a été banni par la gauche française et réhabilité par le goût américain, car l'Amérique a toujours adoré Saint-Saëns, bizarrement. Voilà. Donc ce projet, c'est avec le livre de Béziers. Alors pour l'instant, on ne sait pas si ça se fait. Alors ce que j'annonce aux gens, et c'est en même temps une façon de convaincre Robert Ménard, que je connais un peu mais à peine. D'abord je le connaissais comme journaliste, puisque comme vous le savez, nous sommes bons. Alors, l'idée, c'est aussi de faire financer un petit peu par la générosité des gens. Quand je dis la générosité des gens, c'est vraiment un truc minime, mais il faut que ce soit une masse de contributions minimes. Une masse de gens à 5 €, et ça s'appelle une participation contributive de type cagnotte, de type projet, vous savez, comme une start-up. L'avantage de ces projets-là, c'est que si ça ne se fait pas, les gens sont remboursés. Donc c'est un peu ça la marque de fabrique de départ, transparence évidemment absolue. Si on réclame aux gens leurs 5 €, c'est pour lancer un festival d'une autre nature, d'une nature, disons-le, un peu réactionnaire, mais réactionnaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une bouffée d'oxygène. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus faire jouer leur spectacle, qui ne peuvent plus montrer leur tableau, pour des raisons de pur stalinisme jacques-languien. Il faut le dire, la France est devenue un pays stalinien en matière artistique, les subventions vont toujours au même, les structures deviennent écrasantes, elles vont d'ailleurs finir par s'effondrer sur elles-mêmes tellement elles sont lourdes, et donc il est temps de porter l'estocade. Et cette estocade, c'est de montrer que les gens continuent à être créateurs dans leur coin, malgré toutes les cotes, les cabales, les coups de téléphone et les émissions de 22h30, où certains, dont je fais partie désormais, car à l'époque où il y avait un doute à mon sujet, j'étais invité très souvent chez Gisbert, mais vraiment très souvent, 5-10 fois par an. Depuis qu'il n'y a plus de doute à mon sujet, depuis que je ne suis plus du tout de gauche, eh bien je ne suis plus invité nulle part. Et nous sommes très nombreux dans ce cas-là, très nombreux. Donc il est temps que ça cesse, simplement. Et heureusement, quelques débouchés médiatiques comme le vôtre nous permettent de dire on existe encore et attention, on va revenir. Et je suis content de pouvoir le dire. Et quand je dis on va revenir, c'est on va revenir. Les portraitistes, ceux qui ont végété toute leur vie parce qu'ils avaient un vrai talent en dessin, qu'ils ont toujours été couverts, lessivés par ceux qui faisaient des installations avec des torchons, et qui percevait une subvention du Conseil général, qui faisait l'objet d'un achat de la commission d'achat de la FRAC locale. Tout ça, ces gens-là ont été entretenus aux dépens des vrais artistes pendant trop d'années. Il faut que ça cesse, ça va cesser, et je pense que ce discours, au moins Ménard, il sera sensible. Bon, donc des projets et des combats. Et des combats, ça c'est un combat essentiel. Je pense que la reconquête des esprits ne peut pas passer que par les problèmes de voile, de laïcité, etc., toutes ces questions lourdes. Ça peut aussi passer par des questions légères, et je pense que pour légère qu'elle soit, la question de l'art, de la modernité dans l'art, de qu'est-ce que le talent, etc., cette question est peut-être un peu légère, mais elle est essentielle. L'une des raisons pour laquelle nous aimions la France autrefois, c'est que on pouvait être fille d'agriculteur et devenir une peintresse.
C'est plus le cas, c'est plus le cas. Maintenant, il faut des codes, qui sont des codes sociaux, des codes intellectuels. On étudie l'art contemporain à l'université. Il faut parler le langage de nos maîtres, en l'occurrence les maîtres américains. Regardez, Jeff Koons, tous ces gens-là se sont glissés dans un langage qui était préétabli. Et c'est pour ça qu'ils ont fait fortune. En plus, il y a eu aussi une histoire, bientôt, pour faire de l'art contemporain, il va falloir passer par HEC, parce que c'est de la finance, principalement. Donc, il y en a un peu assez. Il y a un moment où il faut réhabiliter les portraitistes. Voilà, et cette réhabilitation passera par un festival Saint-Saëns, si j'ai bien compris. Alors j'espère que ce festival Saint-Saëns, que le nom de Saint-Saëns finira par devenir une espèce d'étiquette d'honneur artistique. D'ailleurs, j'aimerais que la ville de Béziers consente à créer un prix de l'honneur artistique. L'honneur artistique, c'est-à-dire la résistance aux modes, le talent réel, reconnu, mais dans la résistance aux modes, au gris-gris, aux mots obligatoires, aux celles et ceux, si vous voyez ce que je veux dire. Alors vous avez adressé un message aux téléspectateurs. Comment ils vous retrouvent? Si c'est plus TV Liberté, où est-ce qu'ils vous écrivent? Si vous voulez, alors très important, si vous avez, puisque Camille Saint-Saëns est mort en 1920, Camille Saint-Saëns avait une licence provinciale assez active, il a beaucoup donné de concerts ailleurs qu'à Béziers, donc il est probable qu'il a participé à la vie mondaine dans l'entre-deux-guerres chez des tas de gens qui ont des documents. Si vous avez des documents, si on voit Camille Saint-Saëns en train de serrer la pince de votre grand-oncle ou embrasser votre grand-mère, vous seriez gentil d'écrire à sans muselière, sans accent, sans espace et sans S, sans muselière, @gmail.com, qui est l'adresse qui collecte les informations et les éventuelles propositions de participation à cet événement. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'avoir un dossier assez nourri, assez complet pour mettre ça sur la table devant le maire de Béziers et qui va dire « Oui, en effet, c'est jouable dans ces conditions ». Donc aidez-nous à rendre la chose jouable aux yeux du maire de Béziers. Voilà, sur sans muselière et sans muselière, sans S, sans espace et sans accent, @gmail.com, c'est donc l'adresse de collecte. Le festival, pour l'instant, parce qu'il en faut bien dans nos esprits, on est 8, porte le nom de Muse sans muselière. L'idée, c'est que muse au sens large, c'est-à-dire ça peut être aussi la littérature. Et muse avec un S. Et voilà. Voilà. Et donc là, on veut mettre l'accent sur le fait qu'une partie de l'art, depuis une quarantaine d'années, la majeure partie, est sous le boisseau, littéralement. Écoutez, je profite de cette émission pour vous remercier, bien évidemment, Christian. Merci mille fois d'avoir accompagné TV Liberté et de poursuivre cette idée, de poursuivre votre accompagnement de la chaîne alternative audiovisuelle française. On se retrouve quand même tout jusqu'à Noël, en gros. On se retrouve déjà jusqu'à Noël. Ah oui, alors l'autre chose, c'est que je vais m'efforcer, je prends l'engagement de coller un petit peu au municipal, à la vie municipale, à la vie d'un conseil municipal pendant les quelques numéros qui me restent, une trentaine, une vingtaine, parce que il y a une chose que j'ai pas dite beaucoup, pas souvent, c'est que j'ai été conseiller municipal pendant 6 ans dans un village de 450 habitants et que j'ai vu beaucoup de choses ridicules, lourdes, grotesques, les choix de matériel, comment ça se passe en réunion. Donc je vais essayer de vous rappeler tous les défauts de fonctionnement que j'ai pu observer quand j'étais conseiller municipal, afin que les prochaines équipes ne fassent pas la même chose. Si vous devez élire des gens, tant qu'à faire, n'élisez pas des gens qui vont en réunion ou en conseil pour dire moi-je. Il y a beaucoup de moi-je dans le monde municipal. Il n'y a pas assez de nous tous, on va faire. Il y a beaucoup d'acquisitions de matériel scandaleusement cher, neuf souvent, parce que sans ça, il n'y a pas de service après-vente. Tu parles. Absurde. On vous dit dans un premier temps, le camion Mercedes est très solide, il n'a pas besoin d'entretien. Donc vous dites, pourquoi on ne va pas en acheter un d'occasion alors, parce que ça vaut quand même 100 000 €. Ah ben non, mais parce que si c'est d'occasion, on n'aura pas la garantie. Mais tu viens de me dire qu'il n'y avait pas d'entretien, puisque c'était solide. Vous voyez, c'est le genre de débat auquel on assiste quand on est du conseil, mais jamais c'est public ça. Jamais. Parfait, voilà. Homme de littérature, homme de projet, homme de combat, tous azimuts. Merci Christian. Merci à vous.